La Belle de Mai. La Belle de Mai, quartier inscrit dans le 3e arrondissement de Marseille. Un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Et un quartier extrêmement intéressant. Nous sommes le 23 février 2026. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est un jour tout à fait notable puisque je célèbre aujourd'hui les 100 ans de Jean-Paul Kléber. Jean-Paul Kléber, ce merveilleux écrivain. En ce moment, je suis en train de relire, enfin plutôt de relire son fabuleux ouvrage Marie-Madeleine en Provence, qui m'aide beaucoup pour ma future conférence du 7 mars prochain à Marseille au fil du temps sur Marie-Madeleine. Et qui m'aide surtout pour donner un ancrage que je connais fort bien, mais pour étoffer l'ancrage de Marie-Madeleine dans cette cité. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de me rendre au cimetière de Beaunieu, dans le Luberon, cimetière de Beaunieu, dans lequel Jean-Paul Kléber est enterré. Je suis assez désespéré de n'en pas avoir eu le temps, mais c'est comme ça. Je n'en ai pas eu le loisir. Il est enterré d'ailleurs à côté de Maurice Ronet, dans un petit village de Beaunieu. Maurice Ronet est enterré dans une tombe en forme de borie. Et il y a également Jean Desvallières. Jean Desvallières, le légionnaire écrivain, bien sûr, ami de Folco de Baroncelli, qui a fait des choses très intéressantes en Camargue. Jean-Paul Kléber, c'est d'abord le promeneur de Paris, le promeneur clochard, ou semi-clochard, il s'est fait connaître comme ça. Assez proche de Jean Faure, mais un peu plus historien que Jean Faure. Même si Jean-Paul Kléber est le concepteur et l'inventeur de cette notion florissante qu'est la géomystique. Et puis bien sûr, Jean-Paul Kléber s'est installé en Provence et il est devenu le laudateur attitré de la magie provençale. C'est un spécialiste de la Durance également, bien sûr, des environs de la Durance. Et puis de Marie-Madeleine. Alors il a contribué aussi à cet ouvrage qui ne me quitte pas une seconde, qui est le guide de la Provence mystérieuse. Ils sont plusieurs à l'avoir écrit. Voilà, avec la Tarasque en couverture. C'est un éditeur, Tchou éditeur, qui a édité plusieurs guides. Alors pourquoi est-ce que je me trouve aujourd'hui dans la Belle de Mai ? Eh bien parce que malgré tout, il y a quelques pages sublimes consacrées à Marseille, et notamment à la Belle de Mai, où je me trouve aujourd'hui. Je vais récupérer le petit cordon qui est tombé à terre, qui est assez précieux, mais qui vient de me lâcher. Alors que nous dit Jean-Paul Kléber sur la Belle de Mai ? Une fête, peut-être la plus curieuse de la Provence, a donné son nom à un quartier de Marseille, c'est la Belle de Mai. Si notre civilisation a fait du 1er mai la fête du travail, c'est en adoptant, merci pour la lumière, une coutume des plus archaïques qui soulignait par diverses manifestations le renouveau de la végétation. La coutume de cueillir ou d'acheter du muguet ce jour-là n'est qu'un de ces aspects banalisés. Dans l'univers celtique, le 1er mai, sous le nom de Beltrane, marquait le premier semestre de l'année. Mais ce n'était pas une invention gauloise. L'univers méditerranéen
a toujours célébré le retour du printemps. Van Gennep, s'attachant à l'étude des fêtes du mois de mai, remarque très justement: quoi qu'on en pense assez souvent, le caractère sacré du cycle ne dépend à aucun degré de l'attribution du mois de mai à la Vierge Marie, qui ne date que du début du XVIIIe siècle. Aucune grande fête de la Vierge ne se situe dans ce cycle, elle n'arrive qu'en août et septembre, donc à la mi-été et à l'automne. S'il tombe en mai des pèlerinages à tel ou tel sanctuaire de la Vierge, c'est secondairement, car il s'en fait aussi à d'autres saints, pour la bonne raison qu'en dehors de certains semis, il n'y a pas de travaux agricoles pendant ce mois et que les anciens chemins commençaient à sécher, chemin mal entretenu comme on sait jusque vers le milieu du XIXe siècle. En fait, le mois de mai, c'est le mois de Maia, la déesse qui, remarque Fernand Benoît, personnifie l'éveil de la nature, et que les latins, sans doute pour marquer son double caractère de déesse des enfers et de l'abondance, avaient associé à Mercure, le dieu psychopompe qui conduit aux enfers l'âme des défunts. Aussi, le mois de mai est-il considéré comme néfaste en certains domaines. Par exemple, on évitait jadis de se marier pendant toute sa durée. Les fiançailles, en revanche, en tiraient avantage. Cette croyance est d'ailleurs restée vivace dans la région de Marseille et le comté de Nice. Il y a une superbe illustration de la Maia des mers, hein. Vous voyez, de la Belle de Mai à la Maia des mers. Alors j'arrive tout doucement à la Belle de Mai. La fête de Maia était célébrée en grande pompe par tous les phocéens. C'est précisément alors que les Massaliotes l'honoraient par des cérémonies qui duraient plusieurs jours, que Comanus, fils du roi Nan, tenta, avec insuccès, comme on sait, de surprendre la cité, objet de sa convoitise. Mais ces fêtes donnèrent lieu, sous l'occupation romaine, à des manifestations si scandaleuses que Constantin dut finalement en ordonner la suppression. Le christianisme tenta également de l'interdire à plusieurs reprises, sans plus de succès. Le 1er mai, donc, écoutez bien, on avait coutume d'installer au coin des rues des petites filles pas encore nubiles, parées comme des madones. Le premier auteur qui nous en parle est César de Nostredame. La coutume est très ancienne de choisir les plus belles filles des quartiers que l'on attiche glorieusement avec couronne de fleurs, guirlandes, joyaux et accoutrements de soie sur des trônes et sièges. Élevées en guise de jeunes déesses posées dans des niches communément appelées mailles, auxquelles tous les passants, au moins de condition honnête, sont invités et obligés de contribuer quelques pièces d'argent moyennant un baiser. Ça me fait un peu penser à la rosière de Pessac, pour ceux qui connaissent Jean Eustache. La maille devait rester immobile, tandis que ses compagnes quêtaient autour d'elle. Aucun garçon ne pouvait l'approcher tant qu'elle trônait sous les fleurs. Cela n'empêchait pas garçons et filles de se partager ensuite la recette ou de la dépenser ensemble. Selon Van Gennep, cette coutume marseillaise pourrait être regardée comme un rite de pluie ou de sécheresse. D'autres auteurs y ont vu la survivance d'une prostitution sacrée. Mais ils n'expliquent pas pourquoi les belles de mai n'étaient pas nubiles. Le concept de prostitution sacrée, pour moi, évidemment, ne fait aucun doute. Et puis, il arrive autre chose de tout à fait intrigant. Pour la fête Dieu, donc la fête aux dieux, il me semble que c'est 60 jours après Pâques, une procession était organisée chaque jour pendant une semaine. Ces manifestations religieuses n'étaient pas particulières à la Provence, mais on y ajoutait à Marseille un tel parfum de paganisme qu'ils en prenaient un caractère particulier. Les différents quartiers de la ville jouaient d'abord à qui serait le mieux décoré. Les rues étaient nettoyées. Bon courage, les maisons couvertes de milliers de pavillons multicolores. Pour avoir une idée du nombre de ces pavillons, il suffit de rappeler qu'en 1877, les processions ayant été interdites par arrêté préfectoral, je répète, les processions ayant été interdites par arrêté préfectoral, les fabricants de pavillons tentèrent d'écouler leur production
de l'année vers l'Espagne ou l'Italie. Ce furent des cargaisons entières qui quittèrent le port. Dans la procession elle-même, chaque confrérie de pénitents avait sa croix et sa bannière. L'une d'elles portait une croix de bois sur laquelle était cloué un pigeon blanc, vivant, ailes déployées et la tête en bas, qui agonisait ainsi pour mourir généralement avant la fin de la procession. Dans le cortège, des orchestres jouaient des airs d'opéra, des petits garçons recouverts de peau de mouton et conduisant un agneau jouaient les Saint Jean-Baptiste, des petites filles se grimaient en Sainte Vierge. On représentait aussi la fuite en Égypte. Une jeune fille était juchée sur un âne mené par Saint Joseph. Mais ce dernier, d'abord représenté par un solide gaillard, fut bientôt figuré par un vieil idiot, ce qui provoquait des quolibets et des commentaires dont l'irrévérence avait quelque chose de délirant. Merci, Jean-Paul Kléber. Il nous apporte toujours quelque chose. Dieu, que j'aurais aimé rencontrer cet homme, il nous apporte toujours quelque chose sur la Provence magique et mystérieuse, la Marseille qui n'existe plus guère, fort malheureusement, même si aujourd'hui j'aimerais tant faire revivre ce genre de procession avec les pigeons crucifiés, la tête à l'envers, mais des processions où l'on remplacerait bien évidemment les pigeons par des grappes de bobos, ce qui serait une excellente façon d'entamer le nouveau cycle précessionnel.